Bonsoir. Ah, merci. Merci d'être là. Merci d'être parmi les derniers courageux de la journée. La journée était dure et intense. Et aujourd'hui... Il faut vraiment parler dedans. Non, c'est les piles peut-être. Bon, on va recommencer. Rebonsoir. Merci aux derniers courageux qui viennent pour cette session. On va parler d'ABM, Account Based Marketing, qui est un sujet... on a choisi ce titre parce que c'est un sujet qu'on entend de plus en plus dans les domaines du marketing. Et c'est pas très clair sur les usages aujourd'hui. Donc on voulait vous donner vraiment des recettes très concrètes pour bien démarrer. Et peu importe si vous avez déjà démarré ou si vous n'avez aucune idée de ce que c'est, on va essayer de s'adapter pour voir comment vous pouvez démarrer dès demain. Ici, j'ai repris une citation d'un professeur célèbre, un professeur d'économie, qui avait cette citation sur le big data. Il disait, voilà, c'est comme le teenage sex, c'est-à-dire tout le monde en parle, tout le monde croit qu'il en fait, mais personne n'en fait. Je pense qu'on peut clairement appliquer la même chose à l'ABM, ça s'y prête bien aussi, c'est-à-dire que y a beaucoup de gens qui parlent d'ABM, mais concrètement, il y en a peu qui l'ont fait encore. C'est quelque chose qui est assez répandu aux États-Unis, ça fait une bonne dizaine d'années qu'ils en font. En France, c'est plus récent, ça fait plus 3, 4, 5 ans qu'on commence à en parler vraiment et qu'il y a vraiment des entreprises qui le font. Je m'appelle Aurélien Blaha, je suis CMO chez Digimine et pour cette session, je serai accompagné d'Hélène Tourtet, qui est freelance experte en ABM. On a travaillé ensemble dans une entreprise sur les sujets de l'ABM et on voulait vous partager aujourd'hui concrètement ce qu'on a vu. Donc je te laisse te présenter. Oui, alors je m'appelle Hélène Tourtet. Du coup, j'ai commencé ma carrière en commercial, ce qui m'a permis de vraiment comprendre les enjeux de closing, la complexité du cycle de vente. Je pense que ça vous parle à tous, évidemment. Et puis ensuite, je me suis plus tournée vers le marketing opérationnel pendant 12 ans, enfin 14 ans exactement, et 12 ans plus dans l'industrie des éditions de logiciels. Et puis ensuite, j'ai découvert l'ABM. Ça a été une passion. Maintenant, ça fait 3 ans que je le pratique. J'ai d'ailleurs monté des meet-up avec quelqu'un. Donc, c'est les meet-up ABM France. Donc, si vous êtes intéressé, la prochaine aura lieu le 6 février chez Talentsoft à Boulogne-Billancourt. Donc, si vous souhaitez recevoir une invitation, demandez-moi à la fin de cette session, ce sera avec plaisir. Alors, qu'est-ce qu'on va voir dans cette session ? D'abord, on va commencer par vous donner quelques astuces pour savoir d'où vous partez, donc plutôt pour auditer, donc identifier quel est votre niveau de maturité actuel par rapport à l'ABM. Et des fois, ce qu'on entend aussi, c'est que l'ABM, c'est que pour les grandes boîtes. Non, c'est pas vrai. Même si vous êtes une petite structure, moi j'en fais chez Digimine, on est 200 personnes, c'est pas énorme non plus, c'est complètement possible. Ensuite, on va regarder comment démarrer, quelles sont les premières étapes pour passer de 0 à 1, et puis après comment s'améliorer, comment aller plus loin, et aussi à la fin on verra comment combiner ABM et Inbound, parce qu'ils sont souvent opposés, et en fait ils sont complémentaires plutôt. Alors, juste pour qu'on parte sur de bonnes bases, on va donner quelques définitions. Donc l'account-based marketing, en bon français, c'est tout simplement le marketing appliqué aux comptes stratégiques. Donc, si on parle de comptes stratégiques, la première chose dont on va parler, c'est d'identifier quels sont les comptes stratégiques dont on parle, et ensuite, on va appliquer un marketing un peu particulier, très personnalisé à destination de ces comptes. L'account-based marketing, c'est quelque chose qui va énormément rapprocher les équipes marketing et sales. On sait bien que c'est toujours un souci, l'alignement sales-marketing. L'ABM, c'est vraiment quelque chose qui va forcer vos marketeurs et vos commerciaux à s'asseoir ensemble au moins une fois par semaine pour discuter des comptes et discuter de comment on approche ces comptes. Donc c'est vraiment un réconciliateur. Et bien souvent, en fait, on fait de l'ABM sans le savoir.
C'est-à-dire qu'il y a des choses qui vont peut-être vous paraître très familières, peut-être des choses où vous dites bah non, nos commerciaux, ils font déjà ça, très bien. Et à ce moment-là, comment vous pouvez aller plus loin? Mais souvent, il y a déjà des briques qu'on fait déjà. Donc ça fait partie des choses que vous pouvez faire dans l'audit. Ce qui est assez courant dans les définitions pour comprendre les différences entre l'ABM et un type de marketing plus classique, c'est cette expression flip the funnel. Ça vient d'un des acteurs dans l'ABM qui s'appelle Terminus, enfin un fournisseur de solutions sur l'ABM. Et ce qu'ils entendent par flip the funnel, c'est retourner l'entonnoir. C'est-à-dire, contrairement à une approche classique d'entonnoir où vous avez une approche probabiliste, où je vais aller tirer dans toutes les directions en espérant que j'ai un prospect qui va être intéressé dans le lot, et ensuite je vais tester ce prospect jusqu'au closing. Et finalement, je vais avoir un ROI qui sur ces deals closés, en fait, qui va venir rembourser mes efforts publicitaires et de prospection pour tous ceux qui n'étaient pas intéressés finalement. Et ben on renverse la machine et on dit non, au lieu d'avoir une approche probabiliste, on va avoir une approche très ciblée. Donc je vais déterminer les comptes nommément, les comptes stratégiques qui m'intéressent, et je vais aller les travailler en profondeur et ensuite aller m'étendre au sein de ces comptes. Donc dans les comptes stratégiques, ça s'applique mieux généralement à des grandes entreprises. On va aller faire ce qu'on appelle le land and expand, c'est-à-dire atterrir et s'étendre au sein de ces comptes. Donc ensuite, il y a une méthodologie d'account-based marketing. Ici, on a résumé ça en 5 étapes. D'abord, il va falloir... Donc on va rentrer dans toutes ces étapes, et Hélène va vous expliquer des bonnes pratiques pour chacune de ces étapes. Mais déjà, il faut quadriller le terrain, donc avec ce qu'on appelle l'account planning. Donc là, ça va être de l'identification et du mapping des comptes. Ensuite, on va aller chercher des insights au sein de ces comptes. On va aller customiser le contenu, c'est-à-dire on va aller personnaliser très fortement le contenu pour ces comptes ou même pour des personnes à l'intérieur de ces comptes. On va aller les atteindre et puis évidemment, tout ça, ça doit être mesuré et avoir des outils de reporting pour savoir dans quel sens on va et si on va dans la bonne direction. Alors, on va démarrer par un petit état des lieux, un petit audit pour savoir déjà comment vous pouvez démarrer l'ABM en fonction de ce que vous avez déjà. Donc déjà, on va faire ça en 3 étapes. Déjà, on va identifier, il y a différents types d'ABM, typologies d'ABM. On va identifier d'abord quel type d'ABM vous convient le mieux en fonction des ressources que vous avez et de la maturité et des compétences des ressources que vous avez. On va faire un état des lieux sur votre connaissance de vos comptes stratégiques, est-ce qu'ils sont identifiés ou pas, et quel niveau de profondeur de connaissance vous avez vis-à-vis de ces comptes stratégiques. Et puis on va faire un état des lieux des contenus. Comme je vous ai dit, c'est beaucoup à base de personnalisation de contenu, donc en fonction du niveau de profondeur de personnalisation du contenu que vous avez, ça va dépendre. Donc quel type d'ABM est fait pour vous? En gros, si on schématise, il y a un peu 3 types d'ABM qui vont aller du plus... avec le valeur et le moins de personnalisation au plus de valeur et le plus de personnalisation. Donc le premier, c'est ce qu'on appelle le one-to-many, c'est-à-dire que là, en fait, vous allez viser... Donc vous identifiez quand même des comptes stratégiques, nommément, mais il va y en avoir beaucoup, généralement plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines. Donc là, on est sur une approche qui va quand même cibler ces comptes-là, mais pas individuellement. On va être plutôt sur des approches de segments ou de sous-segments d'industrie. Ensuite, le one-to-few, là, on rentre plus dans une tranche de 10 à 100 comptes maximum, où là, on va aller pouvoir faire du contenu et des campagnes compte par compte, avec du contenu différencié. Et puis, on a le one-to-one, qui là est vraiment de l'ABM chirurgical, on va dire, où là, j'ai moins de 10 comptes. Et par contre, là, je vais être quasiment au niveau des identifications de personnes et pour avoir du contenu personnalisé, même au niveau de chaque personne au sein des comptes. Que ce soit des influenceurs clés ou des champions au sein des ambassadeurs au sein de ces comptes. Ensuite, un état des lieux au niveau du compte. Donc voilà une petite checklist qui peut être intéressante à regarder.
Donc, déjà, est-ce que vous avez, dans votre entreprise, listé tout simplement les comptes cibles? C'est-à-dire, est-ce que vous avez pris le temps, avec votre équipe commerciale, de se dire, OK, en 2020, voici des comptes cibles qu'on veut attaquer. Quels sont les objectifs pour ces comptes cibles? Est-ce qu'on veut essayer de signer un deal avec eux dans l'année, dans 2 ans? Idéalement pour combien? En attaquant quel département, etc. Quels sont les objectifs? Est-ce que vous avez identifié des personnes dans le comité d'achat? Donc, comme vous savez, en B2B, c'est très rare d'avoir un seul décisionnaire d'achat. Généralement, on compte 10, 15, voire plus de personnes qui vont participer ou influencer une décision d'achat. Est-ce que ces personnes, vous les avez identifiées, ou au moins vous avez une idée de quel département ils sont? Identifier quelles sont, donc en fonction des informations que vous avez sur vos comptes cibles, quelles sont les informations manquantes. Ce n'est pas forcément un problème d'avoir des informations manquantes, mais au moins identifier quelle information il me manque pour que je puisse ensuite faire de la recherche, les compléter. Est-ce que vous avez des sujets de discussion identifiés par compte ou même par contact? C'est-à-dire comment je vais approcher, est-ce que j'ai fait l'effort d'aller lire les rapports annuels des entreprises pour savoir ce qui les concerne et là où je vais pouvoir toucher juste? Ou même au niveau d'une personne, est-ce qu'il y a des choses, des sujets de conversation auxquels je vais pouvoir me raccrocher si je contacte cette personne? Dans votre CRM, quel est le niveau de profondeur et de complétude des informations historiques que vous avez par compte, par contact? Est-ce que ça a bien été rempli par les commerciaux ou pas? Quelles sont les informations manquantes, etc. Et puis, bien sûr, comment on va, ça c'est plus organisationnel, comment on va distribuer les tâches entre l'équipe marketing, l'équipe commerciale, et comme je vous ai dit, ça force à se reprocher. Donc de savoir s'il y a des choses, des informations manquantes, par exemple dans le CRM sur les comptes ou les contacts, qui va aller remplir ces informations, comment on se répartit. Au niveau de l'état des lieux des contenus, il y a peut-être des choses qui existent déjà dans votre entreprise. Donc déjà, ça va être de faire un inventaire des contenus que vous avez, qui vont un peu plus loin que juste des contenus génériques qui présentent juste votre offre, votre produit ou votre service. C'est de regarder, est-ce que vous avez des contenus existants par industrie? Si vous êtes dans plusieurs industries, que vous servez des clients dans plusieurs industries, est-ce que vous avez des contenus pour chacune de ces industries? Ou même encore en dessous, est-ce que vous avez au sein même de ces industries ou ces segments des contenus pour les grandes entreprises, les entreprises moyennes ou des institutions gouvernementales, différents types d'entreprises? Ou est-ce que vous êtes plutôt des contenus par buyer persona en fonction des typologies de métiers? Ensuite, en fonction de ça, vous pouvez commencer à planifier du contenu. Donc, est-ce que, sans doute, la plupart d'entre vous ont déjà un planning de marketing de contenu, mais aligner votre planning en fonction des souhaits de contenu que vous voulez faire sur la BM. La fréquence des meetings entre équipes marketing et commercial, comme on vous l'a dit, c'est quelque chose qui va forcer les équipes marketing et commerciales à se parler davantage. Donc, est-ce qu'aujourd'hui, vos équipes marketing et commerciales se voient juste pour les revues trimestrielles ou une fois par mois ou une fois par semaine? Donc, en fonction de ça, il va falloir changer en visant plutôt au moins de se rencontrer une fois par semaine. Ou plus, bien sûr. Quel est le niveau de customisation des messages que vous avez? Est-ce que vous faites juste de la personnalisation basique, je dirais, dans vos emails, c'est-à-dire bonjour monsieur un tel, bonjour madame, ou est-ce que vous allez plus loin, c'est-à-dire est-ce que vous avez de la personnalisation sur votre site qui va identifier quel compte visite votre site, quelle étape du life cycle il est? Est-ce que c'est un prospect? Est-ce que c'est un client? Est-ce que c'est un lead? Est-ce que vous faites de la localisation au niveau géographique? Est-ce que vous avez des messages différenciés en fonction, pas seulement de la localisation, c'est pas seulement de la traduction, c'est pas seulement la langue, mais c'est également localisé. Par exemple, dans l'anglais, il peut y avoir des messages pour l'Amérique du Nord, des messages pour Singapour, ça va pas être les mêmes. Et encore une fois, comment, au niveau de la personnalisation du contenu, et distribuer ces tâches. Voilà, donc on a résumé un peu en fonction des 3 typologies d'ABM, donc le one-to-many, one-to-few et one-to-one.
et de l'audit, en fait, différents niveaux de maturité, donc qui vont vous aider à vous positionner, vous dire, OK, en fonction de ce que j'ai actuellement dans mon entreprise, voilà où est-ce que je pourrais, le point de départ que je pourrais prendre. Voilà, donc voilà pour l'état des lieux. Puis maintenant, on va rentrer vraiment dans la partie démarrage et comment pratiquer. Et c'est Hélène qui va vous donner quelques bonnes astuces et bonnes recettes. Merci Aurélien. Je pense que vous êtes devenu incollable grâce à Aurélien sur l'APM maintenant. Il y a certaines choses sur lesquelles je vais revenir. Merci. Donc la première étape de l'ABM, c'est bien évidemment de sélectionner ses comptes. La seule erreur qu'on puisse faire en ABM, c'est effectivement se tromper dans la sélection des comptes, puisqu'on peut passer du temps sur des comptes. Et puis, voilà, il faut vraiment vérifier la pertinence des comptes et ne pas se tromper dans le choix. Je dirais que le premier conseil que j'ai à donner, c'est de définir un scoring par compte. Donc, je vais vous raconter un peu, moi, en tant que marketeuse, comment j'ai aidé les commerciaux à sélectionner leurs comptes. Donc, d'abord, on regarde évidemment, et je pense que c'est tous le cas pour la plupart d'entre vous, on regarde tout de suite le classement des industries, donc le top 50 de chaque industrie. On regarde évidemment sa croissance. On regarde également le niveau de maturité. Donc, dans mon cas précis, c'était le niveau de maturité digitale, mais dans votre cas, ça peut être le niveau de maturité de votre produit. On regarde évidemment les signaux d'intérêt. Donc ça, c'est quelque chose qui va vous parler s'il y a des marketeurs dans la salle. Il doit y en avoir pas mal. Voilà, c'est effectivement ce que disait Aurélien, à savoir qu'il faut regarder, analyser déjà ce que vous avez fait, les visites qu'il y a sur le site web, les actions diverses en marketing que vous avez faites déjà et sur lesquelles les comptes stratégiques ont probablement émis des signaux. Donc ça, c'est l'équipe marketing qui en a la connaissance et qui peut le fournir aux commerciaux. Et la dernière, donc priorité, donc opportunité détectée par les commerciaux. Il y a aussi, s'il y a des connexions avec le COMEX de votre entreprise, ces paramètres peuvent changer la priorisation des comptes stratégiques. Donc dans le scoring, comme tu disais, en fait, vous pouvez voir deux types de scores différents. Il y a des scores qui vont dépendre de l'appétence du prospect pour votre produit, votre service. Ça va être plus des scores qui vont être liés sur des critères de comportement. Donc ça, c'est typiquement ce que le marketing peut fournir. Par exemple, les comportements sur le site, combien de pages vues, les comportements d'ouverture d'email, etc., des prospects. Donc ça fait un premier score d'appétence, d'intérêt du prospect. Et puis le deuxième score, donc quand on parlait là de priorité commerciale, ça c'est plutôt côté sales où ça va être défini, c'est-à-dire est-ce que ce prospect-là, il est plus ou moins stratégique pour nous, pour attaquer ce compte. Et en combinant les deux, on arrive à avoir notre liste de prospects qui sont à la fois intéressés et intéressants. Et on va mettre ça en premier, et ensuite on va aller. Ceux qui sont intéressés mais pas intéressants, ils vont être moins prioritaires, et également ceux qui sont intéressants mais pas intéressés, eux, il va falloir les travailler pour déclencher de l'intérêt et de l'envie. Donc du coup, vous arrivez à obtenir un tableau avec votre scoring. C'est très bien si vous avez réussi à faire ce tableau avec les sales. C'est encore mieux si vous arrivez à le faire vivre. Et puis vous êtes les meilleurs du monde si c'est incrémenté dans votre CRM, bien évidemment. Une dernière petite astuce qui peut venir nourrir votre réflexion sur le choix des comptes stratégiques. Vous connaissez tous LinkedIn Sales Navigator, j'imagine. Combien d'entre vous dans la salle l'utilisent ? Quelques-uns. J'imagine que vous le connaissez d'abord. Un bon tiers. Pardon ? Ça fait un bon tiers quand même. Oui. J'imagine que vous le connaissez surtout pour la recherche des contacts. Eh bien, on peut s'en servir. L'idée, c'est de rechercher des contacts et de faire émerger certains comptes.
Donc là, comme par exemple l'exemple concret que je vous montre, donc c'est une recherche par mots-clés. Donc là, on a mis système d'information. Voilà. Et donc c'est en France, sur des tailles d'entreprise allant de 1000 à 10 000 employés. On précise bien évidemment l'industrie, retail, parce que quand on veut comparer avec une liste existante de comptes stratégiques, c'est mieux qu'elle soit dans la même industrie. Donc si vous avez plusieurs industries, je vous invite à le faire sur toutes les industries qui vous intéressent et là où vous avez des comptes stratégiques. Et donc du coup, après, quand on clique sur Company, il y a une liste de comptes du coup, qui remonte et vous pouvez le comparer avec votre liste existante. Voilà, c'est une dernière petite astuce sur laquelle on n'y pense pas forcément. Alors, après avoir établi la liste des comptes, vient évidemment comment identifier le comité d'achat. Donc, je dirais que si vous avez 30 minutes à accorder pour faire des recherches sur un compte, ce sera probablement 20 minutes sur LinkedIn avec des recherches de mots-clés, 5 minutes sur le rapport annuel, parce qu'il peut vraiment donner des insights intéressants, et puis 5 minutes sur des organigrammes en ligne. Donc les organigrammes en ligne, vous en avez plusieurs, bien sûr. Certains sont gratuits, comme The Official Board, où là, vous pouvez facilement jouer au qui est et en 3 minutes, vous arrivez à identifier les personnes qui vous intéressent. Et puis, vous avez d'autres sources, type nomination, qui, là, par exemple, sont payants. Voilà, pour ma part, j'ai testé les deux. Et après, je dirais qu'il ne faut pas s'arrêter à la liste avec les mots-clés qui va apparaître sur LinkedIn. Il faut aller plus loin et essayer d'élargir son cercle et de trouver des influenceurs. Des fois, on peut trouver des influenceurs dans la structure qui ne sont pas forcément dans les fonctions que vous auriez pensées au début. Aussi, tu mentionnes la recherche avancée sur Google. Vous pouvez aussi trouver des organigrammes juste en cherchant sur le web. Bon, des fois, les entreprises, elles laissent traîner des documents internes, ça arrive, mais ils sont disponibles des fois. Donc, vous pouvez chercher dans ce genre de documents, par exemple, si vous avez quelques noms déjà de ce comité d'achat, vous faites une recherche sur Google, généralement accompagnée d'un file type, PDF ou PPT, et vous allez récupérer des documents où il y a ces noms-là et peut-être le reste de l'organigramme, ça arrive. Donc, on parlait justement d'élargir le cercle et de trouver des influenceurs. Vous avez également, évidemment, LinkedIn Sales Navigator qui vous suggère des leads similaires à ceux que vous avez recherchés. Donc, c'est intéressant de jeter un coup d'œil à cette liste, puisque ça peut vous apporter quelques-uns supplémentaires du Buying Committee. Et donc, de les enregistrer dans une liste. Hop. Voilà. Et donc, d'avoir une matrice un peu comme ça. Et puis ensuite, les identifier et leur affecter un rôle. Voilà, c'est important d'avoir, là je vous suggère 3, parce que pour commencer l'ABM, c'est bien. Donc vous avez le décisionnaire budgétaire, opérationnel, l'influenceur. Donc c'est bien de pouvoir les identifier, de les catégoriser. Vous avez aussi le champion. Le champion, c'est ce que j'appelle plus, il en a parlé tout à l'heure Aurélien, l'ABM de fidélisation. Donc, ça va être le champion, alors certains l'appellent ambassadeur aussi, dans certaines entreprises. C'est vraiment les personnes qui adorent votre marque, qui l'utilisent, etc. Et ça, c'est très bien de les identifier, c'est très bien de les entretenir, de les fidéliser, parce qu'ils peuvent aussi être un moteur de business pour vous. Ou à l'inverse, on peut identifier les détracteurs, c'est-à-dire les gens qui vont être contre, juste par principe, contre le fait d'avoir votre produit ou votre service dans l'entreprise, ou parce qu'ils sont ambassadeurs de votre concurrent aussi. Donc c'est bien d'identifier également les gens que vous voulez un peu corneriser, éviter de mettre dans la discussion. Et effectivement, et pour revenir sur le champion, une technique qu'on utilisait assez souvent, c'est de profiter de ces personnes qui sont acquises à votre cause pour les mettre en valeur au sein même de leur entreprise. Et souvent, ça fait plaisir aux gens, c'est-à-dire quand votre produit ou votre service est déployé au sein d'une grande entreprise, mais juste dans une petite business unit ou dans un pays bien particulier,
ça arrive souvent que le patron de la business unit ou le CEO n'est pas du tout au courant que cette pratique existe. Donc en fait, en faisant des cas internes, en mettant en avant votre champion comme une référence client, mais interne, vous allez donner de la visibilité à cette personne-là, il va être valorisé, et en même temps, son manager va être au courant que votre produit ou votre service est déployé chez eux, et ça va donner envie potentiellement d'aller le déployer dans d'autres business units ou dans d'autres pays, par exemple. Alors là, dans mon tableau, il y a un scoring, parce que je vous invite à le faire, je l'ai fait sur certaines entreprises, de faire cet exercice avec les sales, vraiment, sales et marketing, et de mixer les équipes. Et vous allez voir que le résultat peut être surprenant. Et le pourquoi ils vont choisir ce type de persona est intéressant aussi. Déjà, ça favorise l'échange entre vous, entre équipes, et puis en plus, ça permet de s'aligner sur les bonnes personnes à chercher. Ça permet de se challenger entre équipes, c'est-à-dire en fait, il y a des briques, comme on parlait tout à l'heure de scoring sur les comportements et de scoring sur l'intérêt stratégique ou pas d'un compte. On peut se challenger dans un sens comme dans l'autre, c'est-à-dire le sales peut lui être persuadé qu'un compte est stratégique et qu'on a beaucoup de chance, on a des fortes probabilités de signer avec eux, mais moi au marketing, je vais lui montrer que en termes d'appétence et de comportement, c'est le calme plat par exemple. Donc c'est pour ça, tout à l'heure, Hélène mentionnait le fait de commencer par lister ses comptes, mais surtout de le maintenir dans le temps. C'est ça qui n'est pas évident, c'est de toujours constamment challenger cette liste-là, et il va y avoir des entrants, des sortants. Idéalement, il faut le faire au moins trimestriellement pour que ça soit suffisamment frais. Et à l'inverse, on peut détecter des comptes qu'on n'avait pas identifiés au départ, mais qui viennent, par exemple, sur le site, qui téléchargent du contenu, etc., qui sont très intéressés, et donc qui vont rentrer dans cette liste. LinkedIn aussi propose aussi des nouveautés qui sont intéressantes. Justement, on parlait d'identifier les contacts et de les affecter à des rôles. Là, clairement, c'est le cas. Donc, je trouve cette fonctionnalité intéressante, d'autant plus qu'on peut ensuite l'importer dans les campagnes et faire des campagnes dessus. Donc, c'est très important. Enfin, moi, ça me semble très intéressant. Donc ensuite, on a les comptes, on a le comité d'achat, très bien. Maintenant, il faut savoir de quoi on va leur parler. Donc il faut définir des sujets de discussion pertinents. Donc ça va se faire avec encore de la recherche. Donc il faut aimer la recherche quand on fait de la BM. Donc on peut faire des recherches par mots-clés. Donc voilà des petites astuces, nom, prénom, utiliser les critères booléens. Et puis se focuser sur du coup les résultats de moins d'1 an, c'est toujours plus pertinent. Il faut s'arrêter aussi sur les interviews, voilà, pour voir un peu comment ils s'expriment, sur quel sujet. Des fois, ils évoquent quelle est leur problématique, justement, qu'ils rencontrent au quotidien et que potentiellement vous pouvez y répondre. Je pense aussi qu'il faut vraiment identifier les connexions. Alors les connexions, ça peut être aussi bien en interne à l'entreprise qu'à l'externe, et trouver les intérêts communs. Donc ça peut être, par exemple, vous identifiez que telle personne est président d'une association dont vous êtes membre, ou une autre personne est engagée dans une école dont vous menez des actions également de votre côté. Ça peut être... il s'est exprimé dans une interview sur un sujet qui fait résonance avec les solutions que vous proposez. Bref, il faut vraiment trouver tous les points de commun. Donc on peut, en général, on liste 3 sujets de discussion sur lesquels on peut commencer à parler avec votre cible. Ça, c'est potentiellement des choses que vos commerciaux font déjà, mais à leur niveau peut-être. C'est-à-dire qu'ils font un effort quand ils font leur prospection, ils font un effort de profiling, chercher des informations sur la personne qui vont les contacter pour établir plus de proximité. Donc s'ils font déjà ça, c'est très bien. Là, l'étape d'après, c'est qu'ils aillent parler au marketing pour dire « Ok, là j'ai identifié ces sujets de conversation, est-ce que tu as du contenu marketing plus poussé que juste une petite accroche de conversation que je puisse lui envoyer et du coup pour faire mouche ». Donc encore une fois, c'est là où il y a ce rapprochement qui est possible pour aller plus loin.
Il est intéressant aussi de regarder à quels événements vos cibles se rendent. Voilà, parce que potentiellement, c'est aussi des salons où vous êtes présent. Donc, à juste titre, Aurélien parlait d'un type de livrable. Voilà le type de livrable qu'on peut partager avec les sales, donc sales et marketing. Et bien sûr, il y a de l'itération à faire. C'est quelque chose qui vit. Mais ça donne pas mal d'informations déjà pour se dire sur quel type de sujet on peut engager une personne. Ça permet aussi de définir tout de suite les rôles. Avec le commercial, il va vous dire... voilà, ces personnes-là, je les connais à peu près, ou j'ai une possibilité de connexion avec eux, donc je vais les traiter en direct. Et puis, vous allez définir le reste de la liste en disant, voilà, le marketing va plus s'occuper de cela parce qu'ils ont donc du contenu qui, justement, en ce moment, est disponible pour leur adresser. Donc, j'ai fait j'ai fait quelques campagnes ABM maintenant. Je pense que quand on se lance dans l'ABM, il faut commencer sur un petit échantillon. Il ne faut pas se dire je me lance à corps perdu sur toute la liste de comptes stratégiques. Je pense réellement qu'il faut commencer un échantillon parce que vous allez le lancer, vous allez en tirer des leçons. Enfin, c'est le cercle que Aurélien a montré, qui est des dires identifiés, engagés, envoyer du contenu, mesurer, et la boucle se fait. Donc, c'est bien de commencer par un petit pilote sur quelques comptes, avec des commerciaux qui ont une sensibilité pour le marketing. Au moins pour le pilote, ça peut être bien. Puis ensuite, ce seront des cas de succès pour les autres commerciaux qui auront toute envie de le faire également. Donc là, si je devais donner 5 conseils pragmatiques pour commencer l'ABM, je dirais que c'est à la portée de tout le monde. À partir du moment où on définit bien les rôles entre marketing et sales, et on se dit voilà, jusqu'où on a envie d'aller, est-ce que je vais jusqu'à écrire des messages pour les commerciaux, quelle est la forme d'engagement de chacun. Voilà, ça c'est des choses qu'il faut, dès le début du pilote en tout cas, mettre à plat. Sortir du sentier, on parlait tout à l'heure, j'ai assisté à une conférence qui était très très bien sur le print et le digital. Faut sortir du sentier et essayer le print. L'imprimé revient en force. Donc c'est vrai que ça fait toute la différence quand on reçoit quelque chose d'un peu quali. Alors ce qui fonctionne bien, c'est les box, le livre blanc avec un livre tout simplement, avec un marque-page. Je sais qu'il y a même des sociétés que je connais qui ont tenté le poème pour les assistantes des C-level. Voilà, oui, et ça a très bien fonctionné. Donc à partir du moment où on s'intéresse à la personne, on lui délivre des choses pertinentes, elles sont toujours à l'écoute. Donc ensuite, il ne faut pas bousculer son planning marketing. Si vous avez déjà, pour faire de l'ABM, on peut très bien imaginer des actions ABM dans un planning marketing existant. Donc l'événement, et c'était mentionné à l'autre conférence également, et c'est vrai, l'événement reste un bon type, enfin une bonne action, un bon prétexte pour entrer en contact avec vos cibles. Donc bien sûr, avec un traitement VIP, avec une invitation un peu quali, imprimée. Et puis, côté contenu, bon, il en a parlé un petit peu Aurélien, donc je vais passer, mais utiliser des contenus existants et ajouter une personnalisation pour les comptes stratégiques. Et puis ensuite, bien sûr, la mesure et l'orchestration, voilà, qui peut se faire... c'est encore mieux si c'est dans le marketing automation ou dans la CRM. Mais après, ça peut aussi, pour le pilote, se faire très simplement sur un tableau. Pour commencer, en tout cas. Voilà, on peut parler des KPI, rapidement. Je pense que l'ABM, c'est une stratégie qui s'engage sur le long terme. Donc, il faut vraiment... voilà, des fois, c'est difficile d'embarquer sa direction, les commerciaux, dans cette vision. Parce que les cycles de vente ce sont sur des cycles de vente assez longs. Donc,
Du coup, il faut identifier absolument des quick wins pour les garder impliqués dans votre démarche. Le premier quick win qu'on peut parler, dont on peut parler, c'est le nombre de contacts des clients, nombre de contacts clés identifiés dans le buying committee versus ce que vous aviez déjà dans votre CRM. Si vous faites un rapport avec justement les personnes qui sont notées comme comité d'achat sur vos listes de comptes stratégiques, vous allez voir que vous n'en avez pas beaucoup. Donc cette démarche-là, de leur prouver que déjà on a fait x3, x5 le nombre de personnes dans leur comité d'achat, c'est déjà un quick win énorme pour eux parce que ils n'ont pas forcément le temps toujours de trouver toutes ces personnes-là et le marketing les livre sur un plateau. Après, vous avez d'autres KPI qui sont assez connus, que vous connaissez très très bien. J'imagine. Le plus dur, c'est vraiment le pipeline velocity, où là, faut déjà avoir une CRM très clean sur le cycle de vente, puisqu'on compare avant et après. Donc avant ABM, après ABM. Voilà. Et le dernier KPI qui est intéressant, c'est pour l'ABM de fidélisation. Là, on va plutôt mesurer le nombre de champions, d'ambassadeurs que vous avez réussi à fédérer via vos programmes ABM. Je partage très rapidement, donc de la part de Winning by Design, un exemple de message, voilà, où on voit qu'il y a eu de la recherche. On s'adresse avec pertinence commerciale dans ce message. Donc je trouvais intéressant de vous le partager. Donc c'est un peu, enfin, si tu peux revenir, c'est des techniques de storytelling, hein, c'est-à-dire qu'en fait on va donc à partir d'une recherche, on va aller identifier quel est le pain, quoi, quels sont les défis pour cette entreprise ou même cette personne en particulier. On va créer un moment de tension et ensuite on va amener progressivement la solution pour ensuite déclencher jusqu'à un impact émotionnel qui va vouloir déclencher de l'envie et une prise de contact. Donc, encore une fois, le marketing, le but, c'est pas d'aller vendre directement quelque chose, mais c'est surtout de donner envie. Et ce type, voilà, donc c'est des techniques qui sont très courantes aux États-Unis parce qu'ils ont le storytelling dans le sang. C'est vrai qu'en France, on a moins l'habitude de structurer des messages comme ça, mais c'est vrai que ça reste sur des traits humains qui sont universels. Et donc, cet ascenseur émotionnel d'aller décrire une situation compliquée et puis ensuite d'aller montrer la solution, c'est quelque chose qui fonctionne assez bien, d'autant plus si c'est personnalisé, si ça vise juste et qu'on sent qu'il y a eu un effort de personnalisation vis-à-vis du destinataire. Alors, on a en introduction, je vous ai montré le flip de funnel, hein, donc on peut se dire, ok, l'ABM c'est complètement contradictoire à l'inbound marketing qui lui a plus une approche large et ensuite on vient aller closer les deals. Donc voilà, donc je ne vais pas rentrer dans le détail ici, mais vous voyez un peu les grandes différences. On va avoir des focus différents, soit marché ou industrie dans un cas, ou sur les comptes dans l'autre. Dans un cas, on va être plus sur la quantité, et l'autre cas, plus la qualité. Dans le cas de l'inbound, on va être plus sur généralement de l'acquisition, quoique l'ABM peut aussi servir à de l'acquisition, mais c'est surtout pour aller faire ce fameux land and expand, c'est-à-dire une fois que je suis rentré à l'intérieur des comptes, comment je vais faire du cross-selling d'une business unit à une autre ou d'un pays à l'autre. Et dans un cas, on va être plus sur des buyer persona et l'autre, un profil de client actuel. Donc, ça ne veut pas dire qu'il faut choisir l'un ou l'autre. La bonne nouvelle, c'est qu'on peut combiner les deux. Voilà. Et vous pouvez démarrer avec de l'inbound pour aller, et surtout quand on démarre hein, et qu'on n'a pas identifié ses comptes stratégiques, pour aller chercher de l'acquisition et ensuite étendre. Bien sûr, les deux sont combinables. Parfait. Voilà, je crois qu'on est oui, hors du temps. Je pense qu'on a le temps de prendre des questions ou pas encore. On est tellement passionnés qu'on a dépassé un peu le temps. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez une ou deux questions peut-être ? Une question. Une question.
Merci beaucoup. Est-ce qu'il y a des cycles de vente ou des niveaux des prix moyens ou des niveaux de tarifs d'affaires qui sont plus propices à ce genre de démarche? Alors oui, notamment, on a vu trois types pour adresser l'ABM en one-to-one, par exemple, c'est-à-dire ce que j'appelle l'ABM de haute couture très personnalisée. C'est pas intéressant si le deal ne représente pas 50 voire 100 cas. Voilà. Là, si on fait le ratio en termes de ressources et ce que ça rapporte, c'est pas intéressant. Généralement, c'est intéressant pour des entreprises. L'idéal, c'est de viser des accords cadres pluriannuels, si possible. Et voilà, effectivement, comme on est sur de la customisation très fine, il faut le coût d'acquisition client peut être assez élevé. Voilà. Donc, il faut viser des accords d'entreprise. Voilà. Bon, du coup, on n'a pas le temps pour d'autres questions, mais on peut. Si vous en avez d'autres, on est dispo pour discuter au cocktail. Merci beaucoup. On est là, on est dispo pour vos questions. Merci.